Bonjour à tous. Un peu de délai ce matin, on s'excuse, problème technique. Alors, bienvenue à ce sixième rendez-vous Restons connectés. Je suis Véronique Morin, la leader en gestion de changement chez Agenda FI, et il me fait plaisir de poursuivre mon rôle de modératrice dans cette série. Hier, on a abordé la gestion d'une équipe à distance et les défis qui se la posent. On comprend tous le rôle important du gestionnaire dans cette mission, mais rappelons-nous également que on a tous un rôle à jouer au sein des équipes dans lesquelles nous évoluons. Le leadership, c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, on vous propose de tourner le regard vers l'apprentissage, qui doit faire partie de notre quotidien et encore plus, j'ai envie de dire, dans la réalité d'aujourd'hui, car non seulement il est source d'action, mais il peut aussi éviter l'isolement. Dans un contexte de confinement, quoi de plus à propos? Sur la formule, alors, on reste dans les mêmes principes que les derniers événements. On débute par une présentation d'une vingtaine de minutes. Ensuite, on passe au sondage et questions. On vous invite encore une fois à utiliser l'espace questions et réponses, le QR ou le Q&A au bas de votre écran dans les fonctionnalités. Je vous rappelle que tous vos micros et caméras sont fermés pour une meilleure expérience utilisateur et je vous invite également à fermer un maximum d'applications sur votre poste de travail pour une performance optimale de l'outil. Si on n'arrive pas à répondre en direct à toutes vos questions, on va tenter de le faire via nos publications. Donc, merci de continuer à nous suivre. L'apprentissage, c'est au cœur de notre ADN chez Agenda et AFI. C'est ce qui nous définit et c'est ainsi aussi qu'on a grandi au fil des ans. Alors, pour l'aborder, qui de mieux que notre président, Marie-Pierre Saint-Hilaire, qui évolue dans le monde de la formation depuis 20 ans et est elle-même une éternelle apprenante, ainsi que Pierre Ouellette, qui est psychologue organisationnel et conseiller senior en transformation organisationnelle chez nous et qui a, entre autres, enseigné au niveau universitaire au Canada, en France, en Chine et au Liban. Avant de leur céder la parole, j'aimerais quand même vous poser une question. Si vous aviez une compétence à aller chercher, que serait-elle? Ça peut être au niveau personnel, au niveau professionnel, vous voulez améliorer la communication, vos talents de négociateur, vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, de maîtriser la photo. Lancez-vous, ça va nous aider à nourrir les commentaires tout au long de la présentation. Alors, madame, monsieur, je vous laisse le micro. Bonjour. Véronique, moi, les diapositives ne défilent pas. Effectivement, on y arrive, je m'excuse. Parfait. OK. Alors voici Monsieur Ouellette et Madame Saint-Hilaire. On a l'air en santé sur nos photos, c'est cool. Donc, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans le fond, avec la vitesse des changements qu'on a connus ces dernières années, on a vu qu'on devait s'ouvrir à des nouveaux modèles d'apprentissage. Ça fait que s'accélérer maintenant avec la crise de la COVID des dernières semaines, c'est ça qu'on va vous inviter aujourd'hui à réfléchir sur une nouvelle façon d'apprendre pour éviter l'isolement. Si on regarde, au 23 mars dernier, j'ai fait juste une petite recherche comme ça sur Google et sur Amazon pour voir quels étaient les hits qu'on pourrait avoir pour apprendre à apprendre. On voit qu'en français, on en a 140 millions sur Google, plus de 3 milliards sur Google en anglais, puis il y a 100 000 références sur Amazon. Évidemment, c'est impossible à gérer. J'ai juste calculé que pour lire les 100 000 livres, puis là, j'étais rendu à ça, puis je me suis tanné, ça prendrait 85 ans au minimum de lecture sans arrêt. Vu mon âge, je n'aurais pas le temps de le faire, donc il faut trouver des façons plus rapides d'apprendre de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'apprendre n'est pas juste quelque chose donc, de différent. Si on regarde comment on peut voir qu'apprendre est une nécessité pour grandir, Véronique. Donc, c'est à ce niveau-là, on regarde qu'on a appris on doit apprendre à tout moment donné pour l'éducation, pour travailler, pour rester en forme. Tu peux cliquer au fur et à mesure, je pense, Véronique, pour travailler, pour éduquer, pour rester en forme, pour jouer, pour créer. Dans le fond, apprendre est une nécessité. On l'a toujours appris tout au long de notre vie, au cours des différents cycles des parties de notre cycle de vie. Donc, effectivement. On sait également, si on passe à une autre diapositive, qu'apprendre est une nécessité pour s'adapter. En fait, Darwin nous a appris que ce n'est pas les gens les plus forts ou les espèces les plus fortes, les espèces les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On pense qu'effectivement, la crise de la COVID présentement nous donne ce défi-là de s'adapter au changement. C'est ce qu'on va regarder ensemble
de quelle façon on peut le faire, comment apprendre puis nous aider à vaincre l'isolement. Finalement, profiter de cette crise-là comme une opportunité pour se développer. Madame Saint-Pierre. Alors, effectivement, moi, je veux spécifier aussi que, par exemple, le slide, ce que vous voyez en ce moment sur le futur du travail, c'est quelque chose qu'on parle, ça fait déjà 2 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui étaient au Salon de la Connexion l'année passée. On a parlé du futur du travail, mais on a parlé aussi de tout ce qui est sur l'apprentissage. Donc, c'est pas nouveau. C'est intéressant, par contre, dans le monde aujourd'hui, actuellement. Il faut toujours trouver des trucs et les opportunités sur ce qui nous arrive. C'est que dans le fond, le futur du travail, qu'on parlait futur et maintenant nos portes là, mais collectivement, tous ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de contexte accéléré, exponentiel, on parlait d'intelligence artificielle, on parlait de technologie, on parlait de société connectée. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à l'heure actuelle d'être connecté? On en a besoin. C'est l'utilisation des technologies pour desservir un besoin humain. Je ferai un à propos aussi au niveau des générations parce que quand on parle d'apprendre et qu'on parle aussi de vivre avec des générations différentes, depuis 2019, c'est la première fois de toute la vie de notre société où est-ce qu'on a 5 générations en même temps. Alors, je ne parlerai pas des besoins des baby boomers, des besoins des X, des Y, ça, on s'en fout. On va plutôt parler de séquences de vie professionnelle. Donc, quand tu es dans une trentaine d'années, que tu commences à avoir des enfants, tu as besoin de télétravail. Tu as besoin d'un leader qui va comprendre la gestion à distance, qui va venir t'appuyer avec tes 2-3 enfants. C'est parce que c'est un moment de vie où est-ce que le temps manque, puis où est-ce qu'on veut continuer quand même professionnellement à être là. Tandis que quand tu es proche de la cinquantaine, ben, la machine à café puis le café autour avec ses collègues est important pour se maintenir connecté, être à l'affût, échanger, collaborer. Donc, ces séquences de vie-là qu'on connaissait par avant d'une trentaine d'années et maintenant rendues une cinquantaine d'années aussi, les statistiques le démontrent, on va vivre notre vie professionnelle en moyenne 50 ans pour ceux qui ont présentement 35 ans. Donc, ce futur du travail-là, ce qu'on vit dans le COVID actuellement, ces outils technologiques-là qui sont maintenant très chers à notre quotidien aujourd'hui à cause de la pandémie, mais dans le fond, c'est une culture d'apprentissage, puis c'est un moyen de travailler qui va rester et qui va perdurer, mais à des bons escients. Je ne dis pas qu'on va rester enfermer tout le monde pour les 10 prochaines années, mais je dis que ce futur-là et ces utilisations de technologie-là, dans notre culture aussi d'apprentissage, ça va devenir quotidien. Donc, quand on parle de quotidien aussi, c'est que notre fonction puis notre approche de métier est très différente. Donc, maintenant, c'est au niveau, il y a un niveau d'escalier qu'on vit. Véro, tu peux changer la slide. Il y a un niveau d'escalier qu'on vit maintenant dans notre carrière qui est complètement différente qu'avant. Donc, l'escalier, c'est quoi? J'aime beaucoup faire un exemple sur les comptables. Donc, j'espère que les comptables qui nous écoutent ne seront pas à l'encontre, ne seront pas contre qu'est-ce que je dis, mais c'est parce qu'un comptable, c'est dans le temps, dans les années tranquilles, dans les années 80, un comptable sortait de l'université et savait où est-ce qu'il s'en allait. Soit il travaillait pour une entreprise ou soit il travaillait dans un bureau de comptable. Et il savait pertinemment les titres, les salaires qui pouvaient monter. Donc, on appelait ça un peu une vision d'escalier au niveau de notre carrière. Maintenant, c'est plus ça. On parle d'atypique, on parle de projet, on parle d'une carrière qui va œuvrer tout au long des styles d'initiatives et de projets sur lesquels on va faire face et sur lesquels, surtout, on va embrasser. Alors là, c'est là qu'on appelle des profils atypiques et nous, chez Agenda, on appelle ça des couteaux suisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui, oui, a une majeure puis une spécialité importante, mais qui va venir compléter avec des passions, des talents et qui va être utilisé par l'organisation pour être capable d'amener l'organisation puis les équipes ailleurs. Fait que ce concept de couteau suisse-là nous permet, dans la culture d'apprentissage, d'être beaucoup plus efficace. Mais il ne faut pas avoir peur d'apprendre au jour le jour pour être capable d'être en mesure de ne plus avoir une carrière en escalier, mais de plus avoir un profil atypique qui va nous ressembler comme personne, puis qu'on n'aura pas peur de le rendre disponible pour notre organisation, pour nos équipes, mais aussi pour nous dans notre évolution.
Donc, quand on parle de cultiver un esprit d'apprentissage en continu, il y a 3 niveaux. Nous, on aime beaucoup chez Agenda faire une grande différence entre individu, équipe et organisation. Pourquoi? C'est que nous avons une grande responsabilité comme personne de demeurer pertinent au sein de la société, mais de demeurer pertinent pour nous aussi. C'est une question de santé mentale. Chaque individu est unique, chaque personne a des approches différentes face à l'apprentissage, face à l'innovation, face à la créativité, mais face aussi simplement aux habitudes de jour en jour, la façon dont on vit dans notre société d'aujourd'hui qui est, on se rend compte en étant confiné, une multitude d'opportunités. Donc, on travaille toujours sur 3 volets chez nous. On travaille sur la personne, où est-ce que, beaucoup plus sur la création d'habitudes. Comment on est capable de créer des habitudes pour avoir une culture d'apprentissage personnel qui se maintient. Tout comme le volet équipe, où est-ce que le volet en vulnérabilité, comment on est capable d'insuffler une culture d'apprentissage en équipe et là, on est aussi plonger agréablement sans vivre tout dans une culture d'apprentissage qui va l'amener à la suite à une culture d'innovation. Effectivement, quand on regarde, si on revient à l'autre diapositive d'avant, Véronique revient à la diapositive d'avant. Dans le fond, il faut créer ces habitudes-là, puis créer, donc, faire de l'apprentissage une priorité personnelle. C'est-à-dire qu'il faut être curieux pour maintenir son cerveau en vie, si on peut dire. Okay? Autrement dit, c'est là qu'il est important que j'apprends à apprendre tous les jours. Je m'engage dans quelque chose tous les jours, de mettre les efforts nécessaires. Ça demande un peu d'effort, effectivement, d'apprendre, puis d'apprendre des choses nouvelles qui sont parfois hors de notre zone de confort. C'est important aussi. Aussi, c'est de s'entourer de gens avec qui on a envie d'apprendre, parce que les échanges vont être importants, parce que à ce moment-là, je ne deviens pas juste un consommateur d'apprentissage, mais également un producteur d'apprentissage. En interaction avec les autres, je crée la nouvelle information, je crée de nouvelles façons donc de voir les choses. Donc, c'est important. On a une technique, et là, je peux changer de diapo, Véronique. On a la méthode Pomodoro qui peut nous aider à faire ça. Pomodoro, ben, ce que j'aime, c'est le mot Pomodoro qui veut dire pomme d'or en français c'est également le nom pour une tomate en Italie. Et ça vient du fait qu'un Italien, justement, avec une petite minuterie en forme de tomate, comme vous le voyez à gauche sur l'écran, a développé donc une technique qui nous permet d'apprendre de façon à être concentré, mais de façon efficace également. Donc, c'est de ramasser ces petites pommes d'or-là, si on peut dire, qui nous aident. Moi, c'est une amie britannique que j'ai jamais rencontrée de ma vie. On est amis sur LinkedIn. On a juste découvert qu'on avait un intérêt tous les deux pour le cerveau et le comportement humain en néophyte, parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre spécialiste en la matière. On a juste réalisé qu'on peut apprendre des choses et échanger là-dessus. Donc, la méthode est simple. Hein? Il s'agit d'identifier une activité d'apprentissage. Dans mon cas, c'est le cerveau puis le leadership. De mettre mon chrono à 25 minutes, de concentrer mon activité sur 25 minutes et vraiment de ne pas me laisser déranger par personne et de dire aux gens qui veulent venir me voir, je suis en apprentissage, revenez plus tard, et d'apprendre et de lire ou de voir ce que je peux trouver sur le net, dans des articles, etc. Puis après ça, je prends une pause de 5 minutes et j'écris ce que j'ai appris, parce que ça aussi, je l'ai appris en furetant sur le net que d'écrire ce qu'on vient d'apprendre passe dans la mémoire à moyen terme, donc il risque de rester plus longtemps que si je fais juste le retenir comme ça sur le bout de la table. Et après ça, je partage mes apprentissages. Je trouve quelqu'un, dans ce cas-ci, c'est mon ami britannique, mon ami virtuel britannique, avec qui j'échange. Regarde, je viens de trouver quelque chose d'intéressant. Paraît que si on écrit ce qu'on vient d'apprendre, ça reste en mémoire à moyen terme. Qu'est-ce que tu en penses? Puis, dans les échanges comme ça, on arrive à créer de la nouvelle information et à avancer. On a donc 8 étapes pour apprendre. On peut résumer, on pense que chez Agenda, il y a 8 étapes pour apprendre. Donc, c'est prendre le temps. C'est vraiment important de prendre le temps. Il faut s'arrêter. On ne peut pas juste je vais apprendre au gré des choses. Il faut vraiment prendre le temps d'arrêter, de décider de la cible. Dans mon cas, c'est cerveau et leadership. Ça pourrait être comment réparer mon toaster. Ça peut être aussi simple que ça. Comment je peux apprendre des choses de même. D'utiliser la méthode Pomodoro, donc avec une petite minuterie. Une fois, au bout de 25 minutes, quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu mes choses, de réfléchir à ce que j'ai appris, d'écrire ce que j'ai appris et de partager avec les collègues. Je deviens donc un producteur, un consommateur, puis un producteur d'informations qui permet à mon équipe d'apprendre. Vas-y, Véronique.
Donc, quand on parlait justement d'équipe, c'est un peu faire une curveball, excusez-moi l'anglicisme, avec Pierre. On veut, de façon individuelle, contribuer à quelque chose de plus grand qui est le niveau de l'équipe. Donc, comment on est capable de faire ça? En premier lieu, il faut avoir une équipe où est-ce qu'on se sent sécure et on se sent vulnérable. Donc, très difficile dans ces temps-là actuellement pour les équipes nouvelles ou les équipes qui ont moins été habituées de partager ou de collaborer dans une initiative plus personnelle, de pouvoir œuvrer puis de développer une culture d'apprentissage comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est là où est-ce que ça nous permet d'avoir des opportunités de créer des rituels, de créer des approches de travail ensemble complètement différents qui vont nous sortir de notre zone, mais qui vont sortir tout le monde de leur zone. Et là, ce qu'on veut faire, c'est en premier lieu, on veut développer un sentiment de sécurité avec les joueurs autour de la table pour mieux collaborer puis d'utiliser nos vulnérabilités ensemble pour que ça devienne de grandes forces. Une fois qu'on a fait ça, au niveau de l'organisation, les équipes de travail sont des petites cellules, OK, qui contaminent positivement l'entièreté de l'organisation. Donc, sur la slide, au niveau des organisations, ce qu'on veut créer, c'est qu'on veut créer des espaces. On est bon, je crois, de plus en plus, au Québec, on a vu plein d'initiatives physiquement pour mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence spatiale, donc des espaces physiques pour mieux collaborer. On voit des nouvelles approches de salles de conférence, des nouvelles approches d'endroits où est-ce qu'on peut collaborer, mais sur le divan, etc. Mais là, il est maintenant temps aussi de créer des espaces aussi qui vont nous permettre d'être c'est ce que la pandémie, c'est ce que nous pose. C'est une culture d'apprentissage direct parce que ça nous permet aussi d'avoir des espaces-temps qui vont nous permettre d'apprendre. Donc, la question est, je ne sais pas si vous m'entendez, on m'a dit que mon speaker n'est pas... On ne t'entend plus. Alors, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK, désolé. Zoom a pris le contrôle puis a décidé que j'arrêtais de parler. Donc, au niveau de la création d'espace, exactement, c'est que la création d'espaces de collaboration, non pas juste physique et virtuel, puis au-delà de l'utilisation de Teams, par exemple. Ce qu'on veut, c'est on veut mettre de l'humain dans ce qu'on crée. Et ça, bien, ça permet une culture d'apprentissage de groupe, puis nous permettre de mettre des rituels un peu partout qui doit être constant, qui doit être continu pour nous permettre après ça de se rendre vulnérable, de collaborer facilement, d'être dans un endroit sécure pour être capable après ça dans notre organisation d'atteindre ce que les organisations veulent tous avoir, une culture d'innovation. On a donc réuni 5 conditions pour apprendre, 5 conditions qui font que apprendre devient quelque chose d'important. Je peux peut-être faire les 5 au complet parfait. Alors, il y a l'isolement. Les employés qui ont l'habitude de faire équipe pour des lunchs, des échanges autour d'un café, peuvent manquer le lien social qui accompagne le partage d'un espace de travail. Les installations de bureaux traditionnelles offrent de nombreuses opportunités de se rencontrer, la cuisine, la salle à café, les salles de réunion. On peut programmer donc des échanges formels et informels. Dans un environnement de travail à distance, les entreprises peuvent s'appuyer sur des outils numériques pour lutter contre l'isolement et faire en sorte que chacun se sente comme faisant partie d'une équipe. Donc, l'isolement est également peut être vaincu donc par ces éléments-là, puis par la technologie numérique, qui fait en sorte que je peux communiquer pour éviter que je sois tout seul. La productivité, dans un environnement de télétravail, exige une approche révisée, qui, grâce à la flexibilité d'accéder au bureau partout à tout moment, les employeurs ont la possibilité d'introduire un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Et ça, c'est important aussi de le maintenir, même en distance comme ça, quand on est toujours au travail, on est confiné à la maison, comme on peut l'être parfois. Il n'y a pas de preuves qui soutiennent que les heures travaillées sont plus productives quand elles sont à la maison, mais on sait que les employés qui sont plus heureux produisent plus. Donc, si on offre déjà un environnement de productivité qui est simple, qui permet donc d'ajouter au travail, les gens devraient être plus heureux et donc être plus productifs. Le troisième élément, c'est le moral, OK? Surtout en période de défi comme maintenant, il est possible d'alimenter une culture de la positivité, de rendre compte aux gens qu'il est possible de faire des choses puis que c'est bon également. Et surtout, si, comme leader, comme gestionnaire
ou même comme personne, une partie prenante importante de l'organisation, on montre l'exemple en montrant qu'on peut utiliser les nouvelles technologies pour apprendre. Puis la collaboration aussi est avantageuse pour tous. Il est démontré que le partage de connaissances augmente les performances et peut également jouer un double rôle en aidant les employés à se socialiser et se sentir connectés les uns aux autres. C'est les producteurs d'informations et d'apprentissage dont on parlait plus tôt. Au cours des dernières décennies, le travail à distance a peut-être freiné certaines habitudes de travail. On n'avait pas les bons outils, mais maintenant, les outils numériques qu'on a nous permettent de faire vraiment un travail d'équipe, une réalité. Et l'accès également, bien qu'une mentalité axée sur le travail d'équipe puisse aider les entreprises à obtenir des résultats inégalés en termes d'apprentissage, il est également important de prendre en compte les besoins de chaque employé pour que la technologie soutienne la livraison d'une culture d'apprentissage unie et inclusive. C'est-à-dire que je dois être capable d'utiliser les outils qui nous sont offerts, puis ils nous sont accessibles à moi comme à tout le monde. Donc, doit être accessible à tous. Chaque organisation doit reconnaître que ses collaborateurs sont un atout et plus précieux et s'engager à optimiser l'expérience numérique pour tous. Donc, d'avoir une bonne expérience avec cette technologie. Marie, Pierre. En fait, c'est moi, Pierre, qui prend C'est toi, le relais. excuse-moi, Véronique. Pas de souci. Alors, merci Pierre et Marie-Pierre. Je tiens à nous excuser pour les enjeux de son. Là, je pense particulièrement avec Marie-Pierre. Il semble y avoir un trafic élevé qui créait de la distorsion. On va voir ce qu'on peut faire là, dans la... Je pense pas que dans la vidéo, mais à tout le moins, on va... vous pourrez réécouter la vidéo et peut-être repasser sur les diapositives qui ont été problématiques. À cet égard, vous avez été plusieurs à nous le mentionner, il y avait bien 6 étapes et non 8, donc une petite coquille qui sera corrigée dans la présentation. Mais c'est pas grave. Alors, on disait, tu sais, Pierre termine en disant les conditions pour apprendre. Pendant la préparation de ce webinaire, on a sorti une expression, en fait, on s'est rappelé une expression qui dit « Vaut mieux être niaiseux 2 secondes qu'ignorant toute sa vie ». Alors, je pense que la culture d'apprentissage doit être dans notre quotidien. Et à cet égard, de la question que je vous ai posée au début, c'était très intéressant de voir vos réponses. On pourra en parler. Je vais vous laisser répondre à la première question de sondage en vous demandant qu'est-ce qui vous freine à apprendre? Ce qui a été intéressant de voir, Pierre et Marie-Pierre, dans les commentaires, là, plusieurs ont mentionné la communication, l'animation, maîtriser davantage les outils technologiques de communication. Je pense que c'est tout à fait dans le thème là, du temps actuel, mais aussi ça fait un beau lien avec les webinaires qu'on a fait la semaine dernière. J'en ai une que j'ai bien aimée, être confortable et heureuse dans l'ambiguïté. On a parlé d'apprendre une langue, planification, gestion de temps. Alors, comme on voit, les intérêts des gens sont assez variés. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui vous freine à apprendre? On a quand même une notion de temps qui tend à se démarquer comme étant la variable la plus problématique, je pense, pour les gens. Je vais terminer le sondage pour qu'on puisse voir les résultats là, dans quelques secondes. Alors, je vous partage les résultats, messieurs, dames. Vous voyez donc, alors évidemment, le temps, plus qu'à 50%. Qu'est-ce qui vous surprend dans les résultats de sondage ou qui confirme peut-être un élément que vous pensiez? On parlait tout à l'heure d'espace, de se créer de l'espace. Fait qu'on n'a pas travaillé et on n'a pas parlé beaucoup de l'espace-temps, mais c'est un des éléments qui est important donc dans les rituels et tout. Ça ne m'étonne pas personnellement, mais je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on peut travailler. C'est toute une question de priorité et de s'assurer d'atteindre aussi des objectifs qui sont raisonnables pour chacun. Hein? Il y a aussi le temps, il faut faire attention. On a l'impression que apprendre, c'est s'asseoir 3 heures dans un cours à l'université. Apprendre, c'est juste 25 minutes. Moi, j'ai appris un petit peu l'allemand, puis ce que ma prof me disait de faire, c'était faire 20 minutes d'allemand par jour. Apprends une dizaine de mots par jour. Va pas plus loin que ça. Tu n'es pas obligé de comprendre, de lire Goethe dans la première année. Tu peux attendre quelques années encore. J'ai encore quelques années à avoir encore là-dessus. Mais c'est de prendre le temps, de pas longtemps. Le 25 minutes de Pomodoro et la technique, je pense, ça peut nous aider. Tout à fait. Et discipline, 26%, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Notre caractère latin des Québécois.
Non, sans blague, je pense qu'il y a certaines personnes qui voient qu'ils devraient être plus disciplinés, mais dans le fond, ils sont déjà au-dessus de la moyenne. Mais je pense que c'est très, très cohérent avec le concept de temps. Mhm. Donc, ça dépend toujours des objectifs qu'on veut se mettre, les résultats qu'on veut atteindre. Et aussi, tout est dans la constance. Une discipline n'est pas obligée d'être un objectif à pu finir puis de vouloir apprendre justement de façon intensive tout le temps. Mais d'avoir une petite constance, toujours, tous les jours, à toutes les semaines, fait des magies, hein? Fait de la magie. Là. Après ça, je pense qu'on devient habile à apprendre. Puis, en fait, on cherche à le devenir à devenir une culture apprenante nous-mêmes parce que le cerveau est un muscle. Donc, le cerveau se nourrit de ça de plus en plus et on lui en donne. Il y a une question de constance. C'est comme aller au gym, là. Puis la discipline, il faut faire attention. On essaie la discipline au déplaisir, alors qu'on peut avoir de la discipline dans le plaisir aussi, justement, le plaisir d'apprendre, de jouer. Souvent, on a l'impression qu'il faut suivre, il faut souffrir hein, pour faire du sport. Je me souviens quand je faisais de l'entraînement avec un coach, il me disait tout le temps, tu n'es pas obligé d'avoir mal. Tu peux arrêter si tu n'as plus le fun à faire de quoi. C'est pas grave, on va essayer de voir, mais c'est correct. L'important, c'est que tu fasses du sport, que tu bouges. C'est ça qui est important. Je trouve ça très intéressant que vous ayez pris cette tangente-là parce que des gens ont réagi aussi sur la question-réponse en disant le temps est une fausse excuse. C'est peut-être parce qu'on n'a pas la discipline et ou la motivation. Alors peut-être que ce qu'on cherche à apprendre, soit on n'a pas trouvé un sujet d'intérêt ou on ne s'est pas donné la discipline de le faire. Alors très intéressant. Merci de participer et de venir renchérir sur la conversation. Alors on va passer à la prochaine question qui vous demande, attendez, je n'étais pas sur la bonne question, mes excuses, qui vous demande quels sont vos moyens d'apprentissage privilégiés. Alors là, on ne vous contraint pas à une seule réponse. Vous pouvez répondre tout ce qui s'applique, mais on veut savoir comment vous apprenez. Hein, parce qu'on le voit là dans les différentes réponses possibles. Évidemment, formation en classe, on en a parlé là, tout au long de ce webinaire. Formation en classe, formation en ligne, la classe virtuelle, mais il y a aussi des sites comme Google, YouTube, des livres de référence. Pierre, ton exemple du début de la présentation, disant tout ce qu'on peut trouver sur l'apprentissage en cherchant juste à apprendre sur Google, mais qui n'a pas en cherchant comment faire tel truc, genre de réparer, que ce soit réparer un appareil ou j'imagine que toutes les idées de bricolage des derniers jours pour les familles à la maison ont été dans les top recherches de nos moteurs de recherche, mais c'est une forme d'apprentissage au quotidien. Qu'en pensez-vous? Absolument. Absolument. Moi, on a eu cette semaine à défaire la porte de la cuisinière parce qu'on a décidé de faire du ménage puisqu'on avait plus de temps. On a regardé sur Google, sur YouTube, on a trouvé effectivement une vidéo. Puis je ne suis pas très manuel de nature, là, mais on était capable de le faire. C'était relativement simple. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, il faut être honnête. Et on a mis autre dans les suggestions. Alors, n'hésitez pas à aller dans le question-réponse, justement, nous préciser qu'est-ce que ce serait un autre moyen d'apprentissage. J'en vois qu'il l'avait déjà fait avant que je le mentionne. Donc, des podcasts sur Spotify, entre autres, des groupes de co-développement. Effectivement, une belle façon d'apprendre. J'allais dire probablement que ton autre va être très humain sur la collaboration puisqu'on sait que 70% de l'apprentissage qu'on fait, elle est informelle. Hein? Dans le day-to-day, on a de la difficulté à la camper comme un apprendissage, mais elle existe. C'est vraiment très drôle, Marie. Au moment où tu disais ça, il y a une réponse qui est entrée disant « On apprend parfois sans s'en rendre compte ». On remarque soudainement qu'on fait les choses différemment sans être en mesure d'identifier exactement quand nous avons appris cette nouvelle manière de faire. C'est pour ça qu'il faut le partager avec d'autres amis pour finalement réaliser qu'on a appris de quoi et qu'il y a quelque chose de nouveau. Ouais. C'est gentil. Il y en a qui ont dit les webinaires comme nous. On vous remercie. Et ça devient de plus en plus direct qu'on s'en rend compte qu'on apprend sans vraiment savoir qu'on apprenait. Ça devient clair le jour où est-ce qu'on est capable de s'arrêter et de se dire « Ah, ben je viens encore d'apprendre quelque chose de nouveau. Ah, ben je viens de me mettre en danger. » Moi, j'appelle ça se mettre en danger. Moi, je suis une fille qui adore essayer des nouveaux trucs, même si j'ai, comme Pierre, pas de capacité manuelle exceptionnelle. Mais je me mets en danger pour juste voir comment je vais répondre à ça.
me mettre en danger, hein, c'est pas me pitcher en bungee, là, c'est exemple, faire du vélo, mais du vélo qui va très vite. Mon conjoint me dit, tu n'as aucun système de surveillance interne qui va te faire empêcher de prendre la porte qui ouvre d'un auto qui passe. C'est des exemples comme ça, des choses qui sont peut-être très, très difficiles pour vous, mais qui sont très faciles pour d'autres, qui vont vous permettre de comprendre comment vous apprenez. Absolument. Très, très belle précision. Alors, je vais partager les résultats. On voit quand même une certaine tendance, mais c'est assez partagé aussi. Mm-hmm. Je vous dirais que dans les réponses qu'on reçoit, il y en a une personne qui dit une autre façon d'apprendre serait les activités intergénérationnelles après le confinement. Cet échange-là qu'il y aura, puis en fait, j'avais même envie de penser que pendant le confinement, j'ai entendu toutes sortes de belles choses qui se font, comment on connecte souvent avec les gens plus âgés qu'on ne peut pas aller visiter. Bien, il y en a qui font faire les devoirs, il y en a qui s'informent sur l'histoire des fois de la famille de cette façon-là. Fait que c'est une façon d'apprendre aussi. Donc, dans les résultats, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend? On voit qu'il y a quand même... Il y a un élément qui me surprend sur la formation en ligne, puisque si on regarde les statistiques du côté des centres de formation, donc on est le leader au Canada, en fait dans l'Est du Canada, puis ce qu'on voyait, c'est ce qu'on voit actuellement, puis j'ai hâte de voir le post-COVID. Les gens privilégiaient le plus souvent possible les formations en classe, malgré le fait que nos formations sont en ligne et sont disponibles depuis déjà au moins 5 ans. Quand on voyait que nos pairs américains, européens, tout ça avait une pénétration inverse, ce qui veut dire que les gens privilégiaient le cours en ligne avant de se déplacer. De là aussi pourquoi on investit à ce point dans notre intelligence spatiale et pourquoi nos bureaux, nos centres de formation sont aussi cool et tendances, puis avec une intelligence spatiale bien à eux, parce qu'on voyait que dans l'Est du Canada, la formation en classe était excessivement privilégiée. Fait que je suis heureuse de voir que les mœurs et coutumes évoluent et que c'est pratiquement 53 et 66 je ne me serais pas attendue à ça. J'aurais mis 53-55 en formation en classe, mais j'aurais mis un 30-35 au niveau du en ligne. Donc, déjà, on voit qu'on apprend comme société très rapidement. Probablement que le sondage aurait été différent il y a de ça 2 ou 3 semaines. J'allais exactement te faire ce commentaire, Marie. Je pense que le moment où on fait ce sondage-là, l'état dans lequel tout le monde se trouve en ce moment, on a probablement pour plusieurs découvert les bénéfices de l'apprentissage à distance, parce que peut-être qu'on avait un frein pour toutes sortes de raisons, qui là, par la force des choses, s'est enlevé et on s'est donné peut-être le droit d'aller voir et d'essayer. Oui, tout à fait. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ce qui ressort le plus, c'est les échanges, que ce soit en classe ou de façon en ligne. Il y a tout le temps une possibilité d'échange entre les gens. Ça, c'est important. On peut pas apprendre. On peut apprendre tout seul dans son coin, c'est bien clair. Puis il y a certains types d'apprentissage qui vont demander plus de concentration, qui fait qu'on a besoin d'être tout seul, mais dans l'organisation, pour vraiment avoir une culture d'apprentissage, il faut partager ce qu'on apprend, que tout le monde puisse en profiter. Ce que je vois, c'est que les gens ont des approches mixtes au niveau de leur apprentissage qui est bien. Oui, puis je pense que c'est une façon de se donner les moyens aussi de continuer à apprendre, peut-être pour faire du pouce sur la question d'avant. Donc, en diversifiant nos moyens, bien, selon le temps et l'intérêt qu'on porte à un sujet, bon, on peut trouver différentes façons d'aller chercher l'information qui nous intéresse. Oui. Alors, on va y aller avec la dernière question. Celle-là, on avait bien hâte de vous la poser. On vous demande comment se manifeste la culture d'apprentissage dans votre organisation. Alors, un peu à l'image de notre présentation, on est allé sur l'individu, en équipe, mais là, dans l'organisation, comment ça se passe? Est-ce que vous le vivez au quotidien? De quelle façon ça se manifeste? Alors, c'est intéressant de voir les réponses entrées. Pendant ce temps-là, je continue de regarder les questions qui défilent. Il y a un commentaire qui est intéressant en disant « Les gens qui participent à notre webinaire sont probablement aussi biaisés positivement à répondre classe virtuelle. » Alors, très bon point. Je me permets de le souligner parce que ça m'a fait sourire. On mentionnait que la pratique... Pardon, Marie-Pierre?
qui vont contaminer d'autres personnes qui vont dire « Ah, c'est vraiment cool » parce qu'effectivement, restons connectés. C'est un test de notre part se disant « Bon, on a des clients, on a des gens, des collègues qui sont en premier lieu intéressés par nos conférences. Alors, on était quand même un joueur important dans l'industrie sur des conférences de l'heure, sur l'innovation et compagnie, sur la culture et tout. Puis on se posait la question, restons connectés, ça va réagir comment? Et je pense que c'est un excellent exemple de biais, c'est qu'on a commencé la première journée, on avait déjà plus de 500 personnes qui se sont inscrites, mais là, on est rendu à plus de milliers de personnes. Ça démontre simplement aussi que c'est une vague de contamination positive. Ça fonctionne pour certains qui sont plus à l'avant-garde que les autres. Puis après ça, ouais, mais tu devrais essayer ça. Et là, il y a toute une masse critique de gens qui embarquent et qui embrassent ces technologies-là. Donc, Puis même ce matin, j'entendais à la radio que le nouveau site que le ministère de l'Éducation a ouvert pour les enfants, il y a eu 55 millions de visites hier soir. Ou ce matin, là, alors 55 millions de visites, on est 8 millions de Québécois, là, ça fait... Puis moi, je suis pas allé encore, fait que... il y a du monde qui est allé, donc il y a quelque chose qui s'installe maintenant, hein, c'est ça qui est le fun. C'est juste un lien, là. C'est pas une plateforme, c'est un site web avec des liens simplement de choses qu'on aurait pu voir et qu'on aurait pu trouver par nous-mêmes il y a quelques semaines. Donc, on voit vraiment l'évolution. C'est super. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment génial. Là. Pour une fois, depuis 20 ans, on est méga sexy en culture d'apprentissage. C'est comme le bâton du pèlerin, puis on dit, ah ben non, c'est une industrie, la formation, l'andragogie qui est excessivement importante pour l'évolution de notre société. Là, je pense qu'on a fait la preuve vraiment directement de sa nécessité. Là. Absolument. En fait, il y a un commentaire intéressant dans les questions. J'ai partagé les résultats, mais il y a quelqu'un qui dit, si on parle de culture d'entreprise, c'est une chose de dire que l'entreprise encourage la formation, mais si on se fait faire les gros yeux quand on se met pas disponible, les bottines suivent-elles les babines? Alors, c'est intéressant parce que de voir qu'en plus que le premier résultat, c'est présent et encouragé, ben, est-ce que oui, c'est présent, encouragé, mais est-ce que dans le day-to-day, c'est permis de le faire? Il manque peut-être un pas de plus dans notre réponse pour voir si c'est bien le cas. C'est comme le télétravail. À certaines entreprises, c'était présent et encouragé, mais pas trop. Donc là, je pense que le COVID va nous permettre de faire une autre étape sociétale dans nos organisations. On avait peur un petit peu, puis on s'aperçoit que finalement, c'est pas si épeurant que ça, au bout du compte. C'est l'élément qui vient. On se fait beaucoup de cinéma parfois dans notre tête. On se dit, si on les laisse aller, si on les fait faire, etc., ils vont. Puis finalement, on s'aperçoit qu'ils vont pas. Au contraire, ils font plus. Donc, c'est intéressant là-dessus. Pierre, c'est tellement vrai. Là, je viens de finir un livre. Donc, voyez-vous, j'ai le temps de lire. Genre, peu de pages par jour, mais ça m'interpellait. Il disait que 95% des pensées que nous avons dans notre tête, c'est pas une intuition, là, puis nous, on pense tout que c'est notre petite voix intérieure. 95% des pensées sont gérées par des peurs, mais ça n'arrivera jamais. Donc, il faut focuser sur le 5%. Fait que le cerveau est là pour finalement nous protéger contre nous-mêmes, mais des fois, il nous fait des petits trucs à côté. Là. C'est un mécanisme de défense, mais parfois qui, à l'excès, nous défend de trop de choses, effectivement. Exactement. Tu as dû lire le même livre que moi, Pierre. Oui, j'ai surtout étudié cette affaire-là un petit peu. Mais... Ah, d'accord, voilà. En psychologie, c'est quand même quelque chose qu'on regarde beaucoup. Hein. Absolument. On me disait que je n'avais pas partagé les résultats. Pourtant, je l'avais fait. Alors, j'espère que... On le voit là. Bon, c'est ça. Alors, j'avais arrêté et j'ai repartagé là, pour que les gens puissent constater d'eux-mêmes là, quels étaient les résultats. Donc, on voit clairement que c'est présent encouragé à 53%. Donc, j'ai envie de dire, c'est encourageant pour la situation dans les organisations. Puis c'est de voir comment, au fil du temps, peut-être la situation du COVID aura fait inverser la tendance pour donner un peu plus d'espace. Alors, 11h42, on vous remercie, Pierre et Marie-Pierre, pour cet intéressant échange, encore une fois. La question est revenue plusieurs fois. Les premiers webinaires sont effectivement maintenant disponibles sur le site restontsconnectés.com. Comment y accéder? Vous voyez sur les tuiles de chacun des webinaires, il y a un petit signe de « Jouer ».
Play en anglais. Alors, vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça va vous amener automatiquement à la vidéo. Les prochains, donc les 2 derniers de la semaine passée, ainsi que celui d'hier, devraient être rendus disponibles d'ici demain matin. Alors, n'hésitez pas à retourner visiter. Pour les matériels de présentation, on est en train de trouver la meilleure façon de vous les rendre disponibles. Donc, on vous remercie de votre patience. On trouvera de la façon bientôt là, de vous rendre ça accessible. Au menu demain, bien, on explore la classe virtuelle. Ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans un des sujets qui a suscité beaucoup de commentaires aujourd'hui. Comment apprivoiser ce médium qui, lentement mais sûrement, faisait déjà sa place, comme tu l'as dit, Marie-Pierre, depuis plusieurs années, mais qui, là, va sans doute sortir comme un des grands gagnants de cette période de crise et de confinement parce que ça aura probablement permis à plusieurs personnes d'y goûter pour une première fois et probablement d'y adhérer. Alors, bien hâte d'entendre nos conférenciers demain sur ce sujet et surtout de vous retrouver. On espère avec un petit peu moins de problèmes techniques, mais on vous remercie de votre indulgence. On est tout comme vous en apprentissage d'outils et en gestion de trafic. Alors, j'ai envie de voir ça un peu comme une bonne nouvelle. Donc, on est populaire et que les gens sont intéressés à nous suivre. Je vous dis donc merci et à demain. Merci. Merci.